Maintenant, notre projet est configuré et prêt à être lancé. Et ce que je vais faire maintenant, c'est vous guider lentement à travers les différents outils pour que nous puissions commencer à construire un petit projet. Et pendant que nous faisons cela, je passerai en revue toutes les différentes fonctionnalités que nous utilisons pour modéliser notre bâtiment. Donc, la première chose que nous allons faire est d'utiliser notre outil de mur. Les processus que nous utilisons pour notre outil de mur s'appliquent absolument à tous les autres commandes dans Revit. Alors, lorsque nous sélectionnons notre mur, nous sommes dans notre onglet Architecture. Quand je sélectionne Mur, les différents outils nécessaires pour utiliser cet outil apparaissent dans notre ruban. Ainsi, il y a notre panneau de modification et dans notre onglet contextuel et notre panneau contextuel, nous avons les différents outils que nous utilisons pour dessiner notre mur. Et pour cet outil de ligne particulier, il y a notre barre d'options. Et la première chose à faire est de venir à la sélection des propriétés et de regarder quel type de mur différents nous avons à notre disposition. Et si les composants du mur n'apparaissent pas sur votre écran comme ils le sont sur le mien, il y a un problème avec votre modèle et les emplacements des dossiers de vos familles. Veuillez donc revenir au début de la formation et je vous montre comment configurer cela correctement. Ensuite, vous allez fermer le projet et vous le réouvrez. Vous devriez alors avoir ces composants dans votre projet. J'utilise la bibliothèque métrique et la raison pour laquelle j'utilise cette bibliothèque et reste avec le système métrique est que la bibliothèque contient le plus grand nombre de composants disponibles dans Revit. Si vous utilisez la bibliothèque impériale, vous utiliserez la bibliothèque US. Donc, il existe donc diverses autres bibliothèques pour divers pays, mais celle du Royaume-Uni est la plus complète. Ainsi, au sein de la bibliothèque, il existe divers types de murs réglementés et également dans nos portes et fenêtres et tout le reste. Ils ont tous été créés en utilisant les réglementations qui s'appliquent à ces composants particuliers. Évidemment, les réglementations du Royaume-Uni s'appliquent au Royaume-Uni, mais nous les utiliserons comme base pour vous faire comprendre et ensuite, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement, vous devez alors créer vos propres types de murs et appliquant les mêmes réglementations. À la fin de cette formation, vous serez capable de le faire assez facilement. La première chose que nous ferons est de regarder les titres de ces murs. Premièrement, nous avons mur et bien sûr, évidemment, dans la première partie du texte, puis il y a NXT qui se réfère à l'extérieur et si je fais défiler vers le bas, nous avons les fondations, des cloisons internes, des murs de site et des murs de soutènement et un mur de substrat. Je vais m'en tenir pour l'instant au mur de base. En dessous, nous avons divers autres types de murs que nous couvrirons plus tard dans la formation. Ensuite, nous avons le titre lui-même. Donc, nous avons 22 RDR qui est un écran de pluie de 22 mètres.
100 BLK qui est un bloc de 100 mm, 50 R qui est notre cavité, 30 IN qui est l'isolation de 100 BLK qui est un bloc léger et enfin 0,12 qui est notre plaque de plâtre. Donc, c'est une plaque de plâtre de 12 mm. Donc, vous créez vos propres types de murs. Vous devez vous en tenir à ce format car c'est la norme pour nommer vos murs. Ainsi, si votre projet doit être transféré à une autre entreprise ou à un client, il pourrait alors comprendre ce que vous avez créé. Donc, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le type de mur extérieur 112W qui signifie maçonnerie 100R, 50R plutôt, pour notre cavité de 50 mm, 45 isolation et 100 dB qui est un bloc dense et 12 mm de plâtre. Maintenant que nous avons sélectionné notre type de mur, nous revenons ensuite à notre panneau contextuel et nous avons les différentes manières de dessiner ce mur. La première est la ligne. Pour créer un mur avec l'outil ligne, il suffit de cliquer une fois, de déplacer le curseur dans la direction que nous voulons donner au mur et de cliquer à nouveau. Lorsque nous cliquons à nouveau, nous plaçons le point final de ce mur et l'outil de mur reste actif pour que nous puissions continuer de placer le mur. Pour terminer l'action, nous appuyons sur la touche échappe. Ensuite, revenant à l'onglet architecture dans l'outil de mur plutôt, je vais utiliser la molette de défilement pour zoomer. Et je peux expliquer quelques détails réglementaires sur la façon de dessiner un mur. Donc, encore une fois, lorsque nous cliquons une fois et nous déplaçons vers la droite, vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations sur mon écran. Nous avons beaucoup d'aides au dessin pour vous aider à dessiner une ligne parfaitement droite. Revit dessinera automatiquement cela à 0 degré. Si vous déplacez légèrement votre curseur vers le haut et vers le bas, vous verrez que le mur ne changera pas d'angle. Mais si vous allez plus loin, vous remarquerez qu'il commencera à changer l'angle. Et au lieu de taper manuellement un angle, ce que nous pouvons faire, c'est simplement chercher l'angle que vous voulez ou bien que nous voulons dessiner. Et puis, nous pouvons cliquer pour placer. Donc, c'est légèrement différent d'AutoCAD. Encore une fois, nous allons réactiver notre outil de mur et cliquer à nouveau pour placer. Donc, lorsque nous dessinons notre mur, nous remarquerons qu'il y a une dimension bleue au-dessus du mur. Et lorsque je le déplace, il se met automatiquement à jour et affiche la longueur de ce mur.
Lorsque nous dessinons notre mur et que nous connaissons la dimension ou la longueur de ce mur, donc si je voulais dessiner un mur de 4 mètres ou 4000 mm de long, je peux déplacer mon curseur jusqu'à ce qu'il soit à 4 mètres. Et si c'est une dimension plus grande, disons 40 000 mm, si je fais défiler vers l'extérieur, alors la longueur ira par incrément plus élevé. Et encore une fois, si je zoome, cela ira par des nombres plus petits. Donc maintenant, nous allons augmenter par 20 au lieu de milliers. Nous pouvons également taper manuellement la longueur de ce mur. Donc, je peux déplacer le curseur dans la direction que je souhaite. Je peux également ajouter un angle si je le souhaite. Donc, si je voulais un mur de 4 mètres, je taperai 4000 mm. Entrée, et il y a mon mur de 4000 mm. L'un des points forts de Revit est l'utilisation de ces dimensions temporaires. Donc, dans AutoCAD, nous devons dessiner nos lignes à la bonne distance, au bon angle. Et puis, si nous voulons apporter des modifications, ce n'était pas si facile. Nous devons utiliser divers outils pour faire pivoter cette ligne. Ce n'était jamais une action rapide. Vous pouvez également perdre en précision, mais avec Revit, cette tâche est plus simple et très rapide. Donc, si je dessine un autre mur de 3500 mm, c'est bien. Appuyez sur Échappe pour terminer une fois que ce mur est dessiné. Si je le resélectionne, ces dimensions temporaires réapparaissent. Donc, si je voulais augmenter cela à 4 mètres, sélectionnez la dimension temporaire, appuyez sur Entrée. Et maintenant, le mur a une longueur totale de 4000 mm. Si je voulais un angle à ce mur, à la fin du mur, il y a de petits poignets bleus. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer, faire glisser et déplacer le mur à l'angle que je veux. Donc, sur l'écran, l'angle de dimension temporaire indique 24-25. Tirez-le autour. Il y a 28 degrés. Laissez-le. Et mon mur est à 28 degrés. Et ma dimension temporaire a changé parce que je déplaçais mon curseur. Mais je peux encore revenir à 4 mètres. Mais nous pouvons faire toutes les actions en même temps. Il y a donc 10 degrés et je peux simplement tirer mon curseur lorsque c'est 4000. Laissez-le et il y a
mon mur toujours à 4 mètres et à l'angle correct. Nous pouvons également déplacer un mur en relation avec un autre. Ce que je vais faire, c'est supprimer ces deux. Et je vais revenir à mon outil de mur, dessiner un mur ici et un autre au-dessus. Et après avoir placé ces murs, si je ne suis pas satisfait de l'emplacement et que je veux déplacer soit le mur intérieur, soit le mur est supérieur, chaque fois que je les sélectionne, vous verrez plutôt que la dimension temporaire est là pour la longueur. Cela me montre également la distance que ce mur est éloigné du vous. Appelons cela le mur d'ancrage, car ce mur ne bougera pas, mais le mur surligné le fera. Il indique actuellement que la distance entre les deux est fixée à 719,6. Si je veux que ce soit à une distance de 900, loin du mur d'ancrage, je taperai la distance temporaire. Tapez 900 entrée et le mur se placera vers la gauche pour maintenant lire 900. Je peux ainsi le descendre. Il indique actuellement 663,45. Encore une fois, changez cela à 900. Le mur se déplace maintenant à 900 mm en dessous de ce mur d'ancrage. La raison pour laquelle je l'appelle un mur d'ancrage est que ce mur ne bougera pas. C'est le mur d'ancrage. Et le mur bleu surligné est le mur qui bougera plutôt. Si je voulais déplacer ce mur supérieur, je le sélectionnerai alors. Il est maintenant bleu et ce mur est maintenant le mur d'ancrage. Donc, si je voulais déplacer vers la droite, je peux augmenter cela à 1200. Entrer le mur se déplacera maintenant vers la droite. Je peux encore le déplacer vers le haut et vers le bas à 1200 comme ceci. Les dimensions temporaires sont donc très puissantes, très utiles et vous allez les utiliser tout au long de votre processus de modélisation. Ce sont donc des choses très importantes à maîtriser très rapidement. Il y a aussi d'autres fonctionnalités attachées à celle-ci. Donc, sous la dimension temporaire se trouve un petit symbole de dimension. Si vous appuyez dessus, cette dimension temporaire se transforme en une dimension réelle. Il s'agit donc maintenant d'une dimension physique placée sur votre écran. Cela vous évite d'aller dans l'onglet d'annotation, de choisir l'outil de dimension et de placer une dimension sur ce mur. Alors, tout ce que vous avez à faire est de cliquer, de choisir le symbole de dimension et la dimension temporaire se convertit en dimension permanente. Et enfin, avec le mur, vous verrez une autre option ici.
qui est une flèche de basculement. Vous pouvez donc voir ici que nous avons notre brique extérieure, notre cavité d'isolation, notre bloc et notre plâtre intérieur. Parce que notre mur a sur le côté extérieur 102 briques 50 R, 45 isolations, 100 blocs et 12 plâtres avec 12 mm. La plaque de plâtre est sur la face intérieure. C'est pourquoi, si je choisis de basculer, ce que je peux faire, c'est basculer le mur de l'autre côté. La plaque de plâtre sera maintenant de l'autre côté et l'endroit où le basculement se produira est sur la ligne de localisation centrale. Donc cette ligne bleue en pointillé, elle va basculer à travers là. Cliquez une fois. Maintenant, ma plaque de plâtre est de l'autre côté et elle a basculé à travers la ligne de localisation. Donc, encore une fois, revenant à la commande de mur, entrant dans notre panneau de dessin et ensuite c'est le rectangle simple. Il suffit de cliquer une fois, de faire glisser, de cliquer à nouveau pour placer. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons rapidement créé une forme rectangulaire en utilisant l'outil de mur. Tous les coins se rejoindront automatiquement. Il n'est donc pas nécessaire de faire des coupes ou des jointures. Tout est fait automatiquement. Pour ensuite changer la forme de ce rectangle, nous allons simplement sélectionner le mur que nous voulons déplacer et de ce point à ici est de 6690. Si je voulais raccourcir le mur de 5 mètres, ce mur serait alors tiré vers l'intérieur. Ce mur serait alors tiré vers l'intérieur et où ces dimensions temporelles s'alignent. Cela s'aligne sur la face intérieure de la plâtre. Je peux aussi changer la position du mur intérieur en le sélectionnant à nouveau. En changeant ici, disons 3 mètres et entrée. De cette manière, nous pouvons créer rapidement la forme de notre bâtiment. Au lieu de prendre lentement les dimensions de chaque position, nous pouvons plutôt, si nous connaissons la forme de base d'une maison, nous pouvons simplement la dessiner rapidement, puis revenir plus tard et ajuster les positions des murs pour les rendre plus précises. Et avec les dimensions temporaires, si
vous voulez prendre vos mesures à partir de la face extérieure de ce mur, allez simplement au bout de la dimension temporaire, cliquez, faites glisser et déposer sur la face extérieure. Donc, nous cliquons, faisons glisser et déposons-le. Lorsque vous voyez la ligne extérieure devenir plus foncée en bleu, vous pouvez la déposer à ce point. La dimension temporaire va maintenant de la face extérieure de ce bloc à la face extérieure de ce bloc. Si vous voulez qu'elle aille au point central du mur, vous cliquez, faites glisser et déposer. Et lorsque vous obtenez cette ligne pointillée, vous pouvez déposer la dimension temporaire à ce point. Et même avec l'autre côté, nous avons donc un contrôle total sur nos dimensions temporaires où que nous voulions les positionner. Et pouvoir montrer ce mur à la position que nous voulons qu'il soit. Revenons à notre outil de mur. Ensuite, nous avons nos polygones. Nous avons un polygone inscrit et un polygone circonscrit, se référant à AutoCAD. Essentiellement, notre polygone qui est inscrit apparaîtra sur la face intérieure et de la circonférence d'un cercle. Et le polygone circonscrit sera sur la face extérieure de ce cercle. Alors, lorsque nous sélectionnons notre polygone, nous descendons dans notre barre d'options et ici, nous indiquons combien de côtés nous voulons. Donc, si nous voulons, disons, 12 côtés, nous changerons cela ici. Cliquez pour le centre, élargissez vers l'extérieur et cliquez pour placer. Nous remarquerons que le placo-plâtre est sur la face extérieure, ce que nous ne voulons pas. Ce que nous pouvons faire, c'est soit aller à chaque mur, sélectionner et retourner. Soit revenir en arrière et lorsque nous dessinons notre polygone, nous pouvons appuyer sur la barre d'espace et nous pouvons le retourner ainsi. Et lorsque nous sélectionnons un mur, nous pouvons également utiliser la barre d'espace pour retourner un mur. Donc, encore une fois, lorsque nous faisons cela, nous pouvons simplement appuyer sur la barre d'espace pour retourner et maintenant le placo-plâtre est sur la face intérieure. Et le circonscrit est le même. Mais le rayon est jusqu'à la face extérieure du cercle.
L'outil suivant est le cercle. Alors, ce que nous ferons ici, c'est simplement cliquer pour placer le centre du cercle. Élargissez vers n'importe quel côté. Et si nous voyons que le placoplâtre est sur la face extérieure, nous appuierons sur la barre d'espace. Élargissez et nous pouvons soit utiliser la dimension temporaire pour spécifier le rayon, soit simplement choisir le rayon que nous voulons. Donc 5000 est correct pour moi. Maintenant, nous avons un cercle. Et lorsque nous dessinons un cercle en utilisant le mur, c'est en fait deux demi-cercles ensemble. Donc, si nous voulons simplement dessiner un demi-cercle, nous dessinerons un cercle complet, sélectionnerons l'autre et le supprimerons. Maintenant, nous avons juste un demi-cercle. Ensuite, nous avons l'arc de rayon début-fin. Donc, pour celui-ci, nous choisissons le début, la fin, puis nous choisissons le rayon pour l'arc. Encore une fois, ces outils sont exactement les mêmes que ceux que nous avons dans AutoCAD. Simplement mis à jour pour apparaître dans Revit. Les autres, nous avons notre centre et donc nous irons au centre du cercle. Choisissez la fin et ensuite l'arc. Pour le suivant, nous reviendrons aux deux murs que nous avons ici. Et nous choisirons le suivant, qui est notre arc tangent fin. Donc, nous choisissons centre de ce mur, tirez-le vers le centre du suivant et il générera une belle courbe entre ces deux murs. Donc, nous obtenons une jonction inhabituelle ici. C'est parce que le placoplâtre est à l'intérieur et ensuite il est à l'extérieur. Donc, nous le sélectionnons, appuyons sur la barre d'espace et le retournerons. Et maintenant, tout est bien relié ensemble. Donc, pour le suivant, nous irons à notre rectangle. Revenez à notre outil de mur et le suivant que nous avons est notre arc de raccord. Donc pour celui-ci, nous avons juste besoin de deux murs, des murs adjacents. Nous les sélectionnerons et il générera un raccord entre eux et fera aussi la coupe pour nous. Donc encore une fois, ces outils intelligents nous feront gagner du temps en nous évitant de devoir revenir pour couper et nettoyer. Si vous n'êtes pas satisfait du rayon, vous le sélectionnez simplement et changez le rayon. Tout se met à jour rapidement et facilement.
tout est bien relié. Pas de temps à perdre. Pour le suivant, je vais descendre ici en bas et nous avons notre ellipse partielle. Donc, nous choisirons l'ellipse partielle. Donc, pour celui-ci, nous pouvons simplement appliquer n'importe où. Donc, n'importe où sur le mur, en choisissant 2 points, je peux faire une belle ellipse encore une fois. Tout ce que nous devons faire est de simplement la placer et une fois qu'elle est placée, nous reviendrons, la sélectionnerons et ensuite nous pourrons changer. Nous pouvons ensuite changer cette dimension. Donc cette dimension va du point central au point final ici. Donc le suivant est les lignes de sélection. Donc les lignes de sélection sont un outil très puissant que nous utiliserons au fur et à mesure que nous progressons dans cette formation. Cet outil est également très utile lorsque nous importons un plan AutoCAD. Donc le plan AutoCAD sera beaucoup de lignes. Et ce que nous pouvons faire est utiliser l'outil de ligne de sélection pour appliquer un mur à une ligne. Donc, ce que je vais faire est dans l'onglet Architecture. Nous avons un panneau de modèle et il y a notre ligne de modèle. Tout ce que je vais faire est de simplement dessiner quelques lignes de base. Donc, c'est l'onglet Architecture, Modèle, Panneau modèle, Ligne. Et revenez à notre outil de mur. Choisissez les lignes de sélection. Et ensuite, tout ce que nous faisons est de chercher les lignes. Trouvez-les, cliquez et il mettra automatiquement un mur sur cette ligne. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est un outil très puissant si nous importons un dessin AutoCAD. Tout ce que nous avons à faire est de trouver la ligne, utiliser l'outil de ligne de sélection, appliquer des murs à cette ligne et c'est un processus très rapide pour pouvoir générer un modèle 3D Revit à partir d'un plan 2D AutoCAD. Et enfin, il y a les faces de sélection. C'est un outil très intelligent et dynamique que nous utiliserons plus tard dans la formation lorsque nous commencerons à créer des formes. Mais dans l'exemple qui est montré à l'écran en ce moment, cette forme est appelée une forme. Donc, nous sommes capables de générer n'importe quelle forme que nous souhaitons et nous pouvons utiliser l'outil de face de sélection pour appliquer un mur à cette face. Et ce que je vais faire est de mettre en évidence tout ce que nous avons dessiné et de le supprimer. Et soyez juste conscient lorsque vous supprimez de ne pas supprimer les bulles d'élévation.
Si vous l'avez fait, ne vous inquiétez pas. Nous pouvons les recréer. Mais soyez prudents. Soyez juste prudents de ne pas les supprimer à ce stade. Si vous l'avez fait, utilisez simplement le retour en arrière pour les ramener. Nous voulons toujours nos bulles d'élévation à l'écran à ce stade. Revenons à notre outil de mur. Donc maintenant, nous avons une bonne compréhension du panneau de dessin. Évidemment, oui, c'est très bref ce que je vous ai montré, mais nous allons développer un projet bientôt et vous mettrez cela en pratique pour que vous ayez une compréhension de façon à modéliser avec ces outils. Ce que je vais vous montrer ensuite est la barre d'options. Donc la barre d'options est importante lorsque nous créons nos murs. Donc avec la barre d'options, ce qu'elle fait est que nous pouvons appliquer des normes avant même de placer le mur. Ce qui signifie que nous pouvons appliquer une hauteur au mur. Nous pouvons appliquer cette ligne de localisation où nous voulons placer le mur. Nous voulons le dessiner à la face intérieure de la face extérieure. Voulons-nous enchaîner, décaler, ainsi de suite. Donc, la première chose sur la barre d'options est la hauteur. Donc, nous avons la hauteur et la profondeur pour vous montrer les différences entre la hauteur et la profondeur. Ce que je veux que vous fassiez est d'ouvrir une vue en élévation. Donc, nous descendrons dans le navigateur de projet, développons les élévations et il y a mon Est. Je vais juste double-cliquer sur la vue Est et c'est notre vue en élévation. Donc, dans le navigateur de projet, sous élévation, double-cliquez Est et nous sommes maintenant dans une vue en élévation. Une fois que nous avons fait cela, nous allons revenir au niveau 0. Nous allons ouvrir nos murs. Dans le panneau de dessin, nous allons utiliser l'outil de ligne et nous allons avoir la hauteur. Et nous allons dessiner un mur. Et une fois que nous avons fait cela, nous irons à notre vue Est et nous verrons que notre mur, comme nous l'avons dessiné au niveau 0, la contrainte de base est contrainte au niveau 0. Et il monte maintenant au-dessus du niveau 0. Et si nous revenons au niveau 0 encore, et nous irons à notre outil de mur et nous changerons en profondeur. Je reçois un petit avertissement ici disant que les paramètres par défaut du mur seront modifiés. Contrainte de base niveau 0, contrainte de base décalage 8000. Donc oui, nous changeons ces paramètres par défaut. Donc nous sommes en profondeur.
ce que je vais faire est de dessiner un mur parallèle à notre mur supérieur. Et nous ne pouvons pas le voir sur notre plan. Donc, notre avertissement dit qu'aucun des éléments créés n'est visible dans le plan de niveau 0. Vous voudrez peut-être vérifier la vue active et ses paramètres de visibilité, ainsi que les régions de plan et leurs paramètres. Donc, la raison pour laquelle nous obtenons cet avertissement est que si nous revenons à notre vue Est, nous verrons que notre mur est en fait en dessous du niveau 0 parce que nous avons changé notre option de hauteur à profondeur. Donc, la raison pour laquelle nous avons cette option est que si nous dessinons un sous-sol, tout ce qui est sous le sol, nous pouvons le faire à partir du niveau 0. Ou si nous avons une caractéristique qui prend d'un niveau pour aller en dessous, nous pouvons également l'utiliser comme un outil. Donc, je vais simplement le sélectionner et le supprimer pour qu'il n'interfère pas. Revenons à notre niveau 0 et encore une fois, sélectionnons notre outil de mur. On m'a demandé de sauvegarder, donc je vais le faire. La première chose que nous faisons est de revenir en arrière et de changer en hauteur. Ignorer l'avertissement. Donc maintenant, nous sommes de retour en hauteur. Nous venons à la section suivante où nous avons niveau déconnecté 0, niveau 1. Donc, nous sommes actuellement au niveau 0 et voici notre niveau 0. Donc, lorsque nous plaçons notre mur, notre contrainte de base est contrainte au niveau 0. Et ce que nous voulons est que notre mur soit contraint. Donc, la contrainte supérieure au niveau 1, parce que en ce moment, il est juste libre dans l'air et nous n'avons aucun contrôle sur la hauteur de ce mur. Donc, actuellement, ce mur n'a aucune contrainte supérieure et il a simplement une dimension non connectée de 8000. Donc, ce mur fait 8000 de haut, mais il n'est pas contraint. Nous voulons contraindre tous nos éléments à un niveau car nous avons plus de contrôle sur tous les composants dans un projet. Donc, je vais donner un exemple de la façon dont les niveaux et les contraintes peuvent nous bénéficier. Donc, nous revenons à notre mur. Nous changeons notre contrainte non connectée au niveau 1. Et nous allons maintenant dessiner un autre mur parallèle à celui que
nous avons en bas. Une fois que nous avons fait cela, nous irons à notre élévation est. Et il y a notre mur qui a maintenant une contrainte supérieure niveau 1. Donc si je sélectionne mon mur dans ma palette de propriétés, nous avons notre ligne de localisation. Notre contrainte de base est le niveau 0. Notre contrainte supérieure est le niveau 1. Pourquoi voulons-nous toujours contraindre nos composants? Est assez simple. Si vous avez développé votre projet et que votre étage inférieur est à 0 et que votre étage supérieur est à 4 mètres, si à n'importe quel moment de votre projet, ce niveau change, si nous utilisons AutoCAD, cela pourrait nous prendre quelques jours pour revenir sur tout notre travail et abaisser ce niveau, éditer nos dessins et s'assurer que toutes nos feuilles correspondent à ce nouveau niveau dans Revit. Lorsque nous contraignons nos composantes à un niveau, nous pouvons simplement changer la hauteur du niveau et tout s'ajustera automatiquement. Donc, ce que je vais faire est de sélectionner mon niveau, cliquer à nouveau. Si je change cela à 3 mètres, le mur, parce qu'il est contraint au niveau 1, va maintenant descendre à 3 mètres. Donc, je viens de m'économiser beaucoup de temps en revenant sur tous les murs dans tout mon projet et en l'abaissant d'1 mètre. Mais si nous remarquons, notre mur précédent reste toujours là, à 8 mètres, car il n'est contraint à rien. Nous reviendrons à notre niveau 0. Encore, retour à notre outil de mur. Ensuite, est la ligne de localisation. Donc, lorsque nous dessinons nos murs, notre ligne de localisation est la ligne bleue en pointillé central. Elle est actuellement définie sur la ligne centrale du mur. Nous avons d'autres options disponibles qui sont notre ligne centrale du noyau. Donc, si je sélectionne la ligne centrale du noyau, est une ligne bleue en pointillé traverse le noyau de ce bloc. Quand nous parlons de noyau dans Revit, ce dont il parle est le composant structurel de ce mur. Donc, ce bloc structurel est un composant structurel de notre bâtiment. Donc, il pourrait soutenir nos planchers ou nos toits. Il a une intégrité structurelle à cela.
Donc, notre emplacement actuel traverse la ligne centrale de ce noyau. Ensuite, il y a la face de finition extérieure. Donc, la face de finition de notre mur est notre brique. Donc, notre ligne bleue en pointillé est maintenant sur la face de cette brique. Donc, le but de cet emplacement est, si nous avons nos dimensions de notre bâtiment, si quelqu'un a dimensionné jusqu'à la face extérieure de notre mur, nous utiliserons alors cette ligne de localisation pour placer nos dimensions. Si quelqu'un a pris les dimensions de l'extérieur du bâtiment, nous passerons à la face de finition intérieure. Donc maintenant, la ligne de localisation est sur la face intérieure de ce mur. Donc maintenant, nos dimensions seront correctes. Donc lorsque nous gérons notre plan d'étage, nous pouvons être confiants que nos dimensions correspondront à notre feuille qui montre nos dimensions. Nous avons également la face du noyau extérieur. Donc encore une fois, ce bloc de travail qui est notre noyau montre la face extérieure de ce bloc et le côté intérieur de la face du noyau. Donc, je vais changer à la face de finition intérieure. Et juste pour expliquer un peu plus le noyau, lorsque nous dessinons un mur, si je dessine un mur et le but contre lui, vous verrez automatiquement il se joindra. Donc voici mon bloc de travail, il va rejoindre et chercher l'autre noyau, ce qui est ce bloc de travail ici. La raison pour laquelle les noyaux chercheront un autre noyau est son intégrité structurelle. Donc, encore une fois, la structure de ce bloc de travail attaché à la structure de ce bloc de travail, c'est là la structure de notre bâtiment. Tout le reste est simplement du revêtement de briques. C'est notre cavité ou notre isolation, donc il ne se connecte pas. Encore une fois, nous revenons à notre outil de mur et passons à la suivante qui est notre chaîne. Donc si j'éteins la chaîne et dessine des murs à chaque fois que je place un mur, c'est simplement un mur singulier. Si nous activons la chaîne, la commande de mur reste active et nous pouvons essentiellement créer une chaîne de murs. Ensuite, il y a un décalage. Donc, lorsque je dessine, j'ai ma ligne de localisation sur la face de finition intérieure. Donc, c'est du côté intérieur de ce placo-plâtre. C'est actuellement réglé sur 0. Si je change mon décalage à 1 mètre,
lorsque je dessine mon mur, vous verrez qu'il y a ma ligne de localisation en pointillé bleu et elle est décalée vers la face de finition intérieure de 1000 mm. Revenons à 0 et ensuite il y a un rayon. Donc si nous activons le rayon, je le laisse à 1 mètre et lorsque nous dessinons un mur et nous dessinons le mur adjacent, ils créeront automatiquement un rayon de 1000 mm. Donc encore une fois, je peux rapidement dessiner un extérieur d'un bâtiment et il générera automatiquement un rayon d'1 mètre. Et nous allons simplement désactiver le rayon. Ensuite, nous avons le statut de jonction. Nous avons permettre ou interdire. Donc, si nous avons le statut de jonction sur permettre, dessiner un mur, appuyer sur échappe pour annuler le mur. Si nous revenons et cliquons sur le mur suivant, il se joindra automatiquement. Donc, ces noyaux cherchent maintenant l'autre noyau et ils se joignent ensemble. Si nous changeons le statut de jonction sur interdire et faisons la même chose, vous verrez qu'ils ne se joignent pas. Donc cela nous donne la liberté de comment nous voulons modéliser notre bâtiment. Si nous avons deux types de murs différents se rejoignant et nous ne voulons pas que les noyaux se joignent pour une raison quelconque, dans notre conception, nous utiliserons interdire. Mais nous pouvons également le faire après avoir créé notre bâtiment. Donc, si ces deux murs étaient adjacents, nous ne voulions plus que cela se produise. Nous pouvons sélectionner le mur et nous avons les deux poignées qui sont notre ligne de localisation. Ce que nous faisons est de choisir celui en haut, de cliquer avec le bouton droit et nous pouvons interdire la jonction, puis nous le tirons en arrière et ils ne sont plus joints ensemble. Donc même si nous avons fait une action au début et l'avons appliquée au mur, nous pouvons toujours revenir en arrière et la corriger. Si nous voulons ensuite qu'ils se rejoignent, tout ce que nous faisons est de revenir et nous avons ce symbole de jonction. Cliquez dessus.
et les murs se rejoindront alors. Donc, nous pouvons faire cela ici. Sélectionnez le mur, cliquez sur le symbole de jonction et ils sont maintenant joints ensemble. Donc, lorsque nous entrons dans notre outil de mur ou toute commande dans Revit, nous allons simplement immédiatement à notre onglet contextuel. Voyez ce qui est disponible pour nous. Faites les changements dans la barre d'options et ensuite nous commencerons à dessiner. Je vais juste changer le statut de jonction à permettre. Donc, je vais mettre en évidence ces murs que nous venons de dessiner en veillant encore une fois à garder les bulles d'élévation et nous allons juste nettoyer notre espace de dessin.